Eh bien voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Merci de me dire que vous avez bien, que vous entendez bien, que vous voyez bien. Euh, N'hésitez pas à me dire oui, 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 on te voit, on t'entend. Voilà, super. Est-ce que le son est bon? Apparemment oui. Génial. Écoutez, on va attaquer tout de suite ce webinaire Mieux communiquer pour mieux manager. Je suis avec Laurent qui est notre consultant euh, sur Montpellier également aussi, mais plutôt côté Aude et le secteur Béziers, c'est Agde, le triangle d'or, on appelle ça. Il va se présenter également aussi. Je vais vous demander aussi de me dire que vous voyez bien le premier slide qui concerne le titre, parce que j'ai eu quelques problèmes techniques jusque-là. Est-ce que c'est bon? Vous voyez? C'est bon? C'est parfait. Ben, super. Écoutez, je suis ravi si c'est parfait. On attaque. Alors, nous sommes le 24 avril. Sachez que ça fait maintenant, ça fait un mois que nous sommes ensemble, au rythme de 2 webinaires par semaine. Donc, nous avançons, nous progressons dans notre formation de manager. Aujourd'hui, on va parler de communication. N'oubliez pas que le 28 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous allons parler bienveillance et management. Est-ce que c'est une utopie ou de la réalité? Écoutez, ce sera l'occasion de le voir avec Marie-Laure Levanvaux et avec Philippe Bonnard, nos deux consultants qui présenteront ce webinaire. Rapidement, le Florian Manson Institut, vous nous connaissez déjà, cabinet de conseil en ressources humaines, créé il y a plus de 44 ans maintenant, avec des activités dans des ressources humaines. Loïc m'a dit qu'il n'a pas vu le premier slide, donc bon, j'ai un problème, parce que Loïc, c'était bien sur le titre Mieux communiquer pour manager. Bon, je vais dérouler. J'ai l'impression qu'on a un petit souci avec l'affichage. Bon. Donc, activité de conseiller en recrutement, conseiller en formation, outplacement, bilan de compétences, coaching. Donc, voilà, nous sommes présents sur toute cette palette des ressources humaines. Et apparemment, c'est bon au niveau de l'affichage. OK, on peut reprendre. Je me présente rapidement. Augustin Valero, 47 ans depuis la semaine dernière, depuis une semaine maintenant d'ailleurs. Je dirige le cabinet avec Loïc Douillère et avec Florian Mansion, associé évidemment, avec plus de 20 ans d'expérience au sein du cabinet et une vie associative et un engagement patronal assez actif puisque je suis membre élu au sein du MEDEF de Montpellier et également je suis trésorier de la Chambre de commerce de l'Hérault. Nous sommes actuellement plus de 200 personnes en ligne, donc vous voyez, toujours autant de fidèles lors de nos webinaires. Laurent, je te laisse te présenter. Alors, Laurent Gouzen, moi je suis donc consultant. Alors d'abord, bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis consultant donc pour le Florian Mansion Institut, consultant Occitanie, plutôt en charge du secteur ouest, de Montpellier jusqu'à Perpignan, pour faire très simple et très schématique. Issu d'un parcours scientifique en neurosciences et je me suis toujours intéressé aux relations humaines et au management en particulier et également au recrutement. Voilà, et surtout, je vais avoir le plaisir de co-animer avec Augustin donc ce webinaire sur la communication. Également donc d'intervenir, de recueillir un peu vos réactions, vos questions sur le chat et d'être un peu l'interface pour intervenir auprès d'Augustin et remonter un peu toutes les questions et les interrogations que vous pourrez vous poser. Super, voilà. Allez, on attaque, on y va. Alors, on va parler donc communication et du manager. On ne sera pas dans les outils aujourd'hui, on est plus dans les postures, dans des techniques qui vont vous permettre aussi peut-être de progresser. Nous faisons cette formation sur la communication auprès des entreprises. Nous faisons également des audits auprès de nos clients pour les aider justement à progresser sur cette thématique-là. Et je démarrais tout de suite en disant que le rôle classique du manager, tel qu'il est perçu, on peut résumer 8 rôles clés, en tout cas de manière classique. Vous voyez ici, il faut savoir anticiper, décider, piloter
les différents rôles que vous voyez là. Et puis, il y a le côté communiquer. Alors, c'est une vision qui est intéressante, mais qui, pour moi, elle est peut-être un petit peu trop classique. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas qu'un rôle, la communication. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi, en fait. Ce que nous constatons, en fait, avec nos clients, tout simplement, c'est que lorsqu'il y a un problème de communication, ça vient tout le temps d'un problème d'incompréhension, d'interprétation. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas un simple rôle. Communiquer, ce n'est pas seulement un moment dans la journée, c'est au quotidien, en fait. Le manager, dans toutes ses actions, à tout moment dans l'entreprise, il doit prendre des décisions, il doit écouter, il doit mobiliser son équipe, et c'est un communicant global en permanence. Donc voilà pourquoi je dirais que ce n'est pas qu'un rôle. On parle souvent de savoir, savoir-faire, de savoir-être. Mais pour moi, le communicant, il est capable de savoir faire. Hein, c'est des managers. Et pour faire, il faut l'expliquer. Nous allons définir la communication, en fait, comme la bonne transmission, du coup, des messages d'une personne à une autre. C'est une définition très simple et pourtant si compliquée à appliquer. En tout cas, c'est ce que nous constatons au quotidien auprès de nos dirigeants. Et d'ailleurs, j'ai quelques exemples. Hein. Vous allez vous reconnaître peut-être, ou reconnaître ou vos collaborateurs ou vos managers, mais clairement, j'ai l'exemple de mon premier cas, hein, c'est un client qui m'expliquait que régulièrement, à ces réunions, les gens débarquaient avec du retard. Réunion prévue à 9 h, le mail est bien parti, hein, avec une pièce jointe, un calendrier, et puis 3 participants qui arrivent en permanence en retard. Donc pourquoi? On va y répondre à ça. J'ai aussi des clients qui me disent, voilà, j'étais clair avec mes équipes, je veux absolument qu'elles s'impliquent dans ce nouveau projet, et puis j'avance tout seul. En tout cas, c'est l'impression que j'ai moi. J'ai d'autres clients qui vont me dire, justement, j'avais tout mis dans mon mail, hein, des pièces jointes, j'ai souligné, j'ai mis en rouge, j'ai mis du bleu, et c'est toujours pareil, j'ai l'impression que mes messages ne sont pas entendus et pas clairs en fait. En tout cas, moi je pense qu'ils sont clairs, mais ils ne sont pas toujours bien perçus. Pareil, et notre client qui me disait qu'il était malheureusement obligé de recadrer très souvent le même collaborateur à chaque fois qu'il arrivait en retard ou qu'il ne faisait pas quelque chose qui avait été demandé dans les temps, il le recadrait et ça ne marche pas. Voilà, il y a plein d'exemples. De la même manière, quand je demande à mes collaborateurs de venir avec un projet déjà ficelé, c'est le cas d'un client dans le BTP, qui d'ailleurs me disait aussi, et c'était le cas numéro 6, qu'ils avaient raté un appel d'offres parce que alors que tout le monde était d'accord pour se dire que le vendredi, il serait déposé, l'appel d'offres n'était pas finalisé. Et donc, gros problème. Alors, pourquoi? Vous allez savoir, enfin, on va en parler. Dis-moi, Laurent, Alors, il y a une réaction de Pedro qui est intéressante et qui nous dit que bien souvent, la plupart du temps, les gens parlent pour eux-mêmes et ils ne parlent pas pour les autres. Ils oublient, en fait, l'essentiel. C'est les auditeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà, ce que j'ai à dire, il faut que ce soit quand même intéressant, d'une part, que ce soit intéressant pour l'autre, hein, que ce soit audible, on est d'accord. Et Pedro a tout à fait raison. Je communique auprès de qui, en fait? C'est la question. Je communique pour l'autre, pour déclencher une action, pour déclencher quelque chose. Et malheureusement, et je le redirai aujourd'hui, on se focalise trop sur soi-même, sur le message qu'on vient d'envoyer. J'ai pourtant envoyé un mail, hein. Il y a 10 pièces jointes, j'ai souligné en rouge, et puis on a envoyé le mail, et allez, hein, forcément, il a été entendu et lu, en tout cas. Alors, pourquoi? Donc, moi, j'aime bien cette petite pyramide inversée parce qu'il y a ce que je veux dire, clairement. J'ai envie de faire passer le message à mon équipe, et il y a ce que je dis, hein, finalement, ce qui sort de ma bouche. Il y a ce que l'autre entend. Il y a ceux qui l'écoutent, parce qu'entendre et écouter, vous le savez, hein, ce n'est pas la même chose. Il y a ceux qui comprend, parce qu'avec son bagage, il comprend d'une certaine manière. Il y a ceux qui l'acceptent, et finalement, il y a ceux qui le retiennent. Et entre ce que je veux dire et ce qui le retient, il y a un monde. Ce n'est pas très compliqué. C'est simplement, il faut en avoir conscience. On ne parle pas pour soi, on ne communique pas pour soi, on communique pour l'autre, pour que l'autre retienne.
Voilà pourquoi on va faire une présentation aujourd'hui autour de cette thématique de l'émission du message, ok, mais aussi comment faire en sorte que l'autre le reçoive et comment je m'aperçois et comment je me rends compte que l'autre a bien reçu le message. C'est forcément cette photo qui illustre le mieux cette image. C'est l'image d'un manager qui crie sur son collaborateur. Ce n'est pas la peine de crier, c'est juste qu'il ne comprend pas. Donc, ça illustre vraiment l'enjeu, selon nous, de la communication. C'est la compréhension du message. Voilà pourquoi, pour résumer ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'efficacité pour qu'un message soit efficace, pour bien communiquer en tant que manager. Et il faut que ce soit clair, hein, il faut que le message soit clair. Et bien entendu, il faut être en posture d'écoute pour analyser un retour. Et là, pour moi, toute la clé se trouve à ce niveau-là. On va le développer ensemble. Alors, par moment, vous ne voyez pas Laurent. Je pense que ta connexion fait qu'on ne te voit pas en permanence, Laurent, mais on t'entend et tu nous entends pas. Ah. Oui, je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas. Ça marche. Alors, le schéma de la communication. Pourquoi je vous propose de travailler sur ce schéma? Parce que tout simplement, pour nous, c'est le meilleur moyen visuel de bien comprendre ce que c'est qu'un message en fait et comment est-ce qu'il évolue. Dans ce schéma de la communication, vous allez avoir, qui d'ailleurs pour nous est incomplet, on le verra plus tard, nous avons évidemment un émetteur et un récepteur. L'émetteur envoie un message au récepteur. Nous avons également un canal. Qu'est-ce qu'un canal? Le canal, c'est le moyen que j'utilise pour passer un message. Là, actuellement, on est sur deux canaux. Je vous parle oralement, je vous parle visuellement, et j'ai un troisième canal qui est le PowerPoint. Donc, j'utilise aujourd'hui 3 moyens pour que mon message arrive à mon interlocuteur. 2 éléments qui sont très importants aussi en matière de communication, c'est le code et le référent. Alors, un code est un ensemble de signes et de règles, en fait, et c'est une combinaison entre ces signes et ces règles qui sont ou verbales ou gestuelles. Donc, nous avons des codes verbaux ou gestuels, et ce code n'a de sens que s'il s'exprime dans le cadre d'un référent. Le référent, en fait, c'est le contexte. Et en matière de communication, le contexte, c'est le référent. Ce que je veux dire par là, c'est que je prends un exemple, en fait, l'exemple de l'entretien de recrutement. Le référent, c'est l'environnement de l'entretien de recrutement. Les codes, ils peuvent être gestuels, ils peuvent être vestimentaires. On ne vient pas en entretien sur net. Voilà. Donc, il y a un code parce que le référent, le contexte, nous oblige en tout cas, nous demande d'utiliser ces codes-là. Voilà pour ce premier schéma de la communication qui, selon nous, est intéressant, mais qui n'est pas complet. Toujours pour parler pour le compléter au niveau des canaux de communication, et c'est ce que je viens de dire, nous avons des canaux formels et des canaux informels. On a les canaux verbaux, c'est-à-dire ce qui est dit. On a le canal visuel. Vous avez vu que on travaille ensemble là sur une présentation vidéo et du PowerPoint aussi. Il y a ce qui est le non dit, le canal non verbal. Vous verrez quelques exemples intéressants aussi. Et on a les inférences. Nous, on adore les inférences parce que c'est un outil de communication qui d'ailleurs ne doit pas être suivi. Une inférence, c'est ce que je sous-entends, c'est ce que je laisse entendre. Si quand j'arrive au bureau le matin, le premier, je m'enferme dans mon bureau et je ne dis pas bonjour à mes collaborateurs, je suis en train d'utiliser un code non verbal et je peux provoquer une inférence qui consiste à dire que je suis quelqu'un de pas très humain et je ne m'occupe pas et que je ne m'intéresse pas à mes collaborateurs. Alors, l'inférence, c'est porter un jugement sur un fait. Voilà. Volontaire ou involontaire? Oui, Laurent. Alors, évidemment, il y a énormément de réactions dans le chat, et notamment une réaction extrêmement pertinente qui est sur, finalement, on communique, mais on communique à deux. C'est quelque chose qui se fait à deux. Alors, des interrogations sur en fait la qualité de la réception du message, la qualité du message. Elle dépend de la qualité donc du récepteur. Il faut savoir se remettre en cause. Et en fait, finalement, c'est un jeu de ping-pong.
il y a un feedback qui doit se faire entre les deux. C'est un peu les réactions du chat. C'est les jeux de ping-pong. Alors j'aime bien cette image parce que dans le ping-pong, il y a le pong en fait. Hein. Donc il y a le ping et il y a le pong. Le pong, c'est le retour. C'est exactement ça. Alors, c'est à deux, mais ça peut être un émetteur et plusieurs récepteurs. On peut avoir aussi plusieurs émetteurs et plusieurs récepteurs. Hein. Attention parce que la communication, elle n'est pas que entre deux personnes. Hein. Mais dans tous les cas, ce qu'on appellera, ben, tiens, on vient de découvrir une nouvelle théorie en communication, c'est le pong. Pour nous, c'est très très important. Okay, continuons sur notre schéma et on va le compléter maintenant. Qu'est-ce qu'est le pong? Ben, vous voyez, voilà, nous avons l'exemple même. Le message. Vous avez vu que le message, dans le premier schéma, n'avait qu'une flèche de l'émetteur vers le récepteur, alors que là, nous venons de le compléter avec une flèche qui va du récepteur vers l'émetteur. Voilà pourquoi la remarque était très très pertinente et on ne peut pas compléter un schéma de la communication sans cette approche-là. Très important. OK, on a un schéma qui marche bien, on a un émetteur, on a un récepteur. Mais pourquoi, alors que nous avons un ou plusieurs canaux, ce n'est pas toujours nickel au niveau de l'émission et de la réception? Et en fait, tout simplement parce que le message, en fait, émis par un émetteur, peut être perturbé et parasité par des difficultés d'expression. Je peux avoir des difficultés d'expression. Je peux même parfois, volontairement ou involontairement, retenir des informations. Et ces fonctions aussi, et tu l'as dit tout à l'heure, je crois, de différences culturelles, de préjugés et d'émotions. Évidemment, le récepteur, il a son environnement à lui, il a ses codes, il a ses préjugés. Donc, si j'envoie mon message sans être capable d'interpréter cela, ben, je vais forcément avoir un message qui va être haché et dont le destinataire ne va pas percevoir tout le sens. Pour revenir également sur un point très important qui va perturber énormément mon message, c'est la notion de préjugé, de stéréotype et d'a priori. On parlait tout à l'heure des inférences. Une inférence est un jugement porté sur un fait. Ce fait, je peux volontairement l'émettre, je peux le subir en fait. Là, par exemple, vous voyez tous derrière le bureau d'Augustin une belle cible de fléchettes. Vous vous dites tous, Augustin, il doit être trop fort aux fléchettes. Ou alors, vous pouvez même vous dire, Augustin, eh bien, plutôt que de bosser, il a passé pas mal de temps à jouer avec ses fléchettes. Alors, là, vous faites une inférence. Parce que la seule chose que vous devez savoir, c'est que Augustin a un jeu de fléchettes dans son bureau. Après, je peux compléter l'information en vous disant que, en effet, depuis un mois maintenant, je suis devenu très très fort en fléchettes et je suis même meilleur que mon fils. Parce que de temps en temps, je me fais une petite pause fléchette. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez simplement dire que Augustin, tiens, il a un jeu de fléchettes dans son bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il aime les fléchettes? Est-ce qu'il ne les aime pas? Vous devez continuer à poser des questions pour savoir si c'est le cas ou pas. Donc, pareil pour les a priori et les préjugés. La problématique de ces thématiques-là, c'est que si on n'en fait pas abstraction, on va fausser le jugement. Alors, je parle de fléchettes, mais on peut parler de plein de choses. Donc, pour poursuivre la posture du manager en communication, une fois qu'on a pris conscience qu'il y a des difficultés à communiquer et des parasites, quelle est la meilleure attitude à avoir en fait? Comment faire pour finalement communiquer de manière efficace? Et là, vous le voyez ici, nous avons différents 6 points importants à traiter. Le premier étant l'enquête, ensuite l'écoute, l'empathie, la facilitation, le respect et le contrôle. Donc clairement, on a identifié 6 attitudes à maîtriser en tant que manager pour améliorer sa communication et ne pas se parasiter, en tout cas progresser dans cette notion de communication. Alors, la première attitude à mener, à avoir, la posture à mener, c'est l'enquête. Qu'est-ce que c'est que l'enquête? Quand on est un bon communicant, on doit être un bon enquêteur. On doit montrer qu'on s'intéresse à l'autre. C'est très, très important d'être capable de poser des questions, de s'intéresser à ce que l'autre dit. C'est vrai que moi, je fais un métier dans lequel, si je ne m'intéresse pas à l'autre, je n'aurai pas une bonne analyse du recrutement. Donc, voilà pour cette première attitude qui est quand même très importante. Faire parler, créer un climat favorable de communication. La suivante attitude qu'il faut mener,
c'est l'écoute active. Alors moi, celle-là, je l'aime bien. C'est quand même certainement une des attitudes les plus efficaces, alors en matière de communication, mais aussi en matière de stratégie, en fait. Hein. Être capable à 100% d'écouter et analyser ce que l'autre dit. C'est vraiment laisser se taire et laisser s'exprimer. Vous verrez souvent dans les réunions, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué très souvent aussi, les personnes les plus intéressantes ne sont pas celles qui parlent le plus. C'est souvent quelqu'un qui a un regard très intéressant sur une problématique, qui a pris le temps d'analyser, qui parle peu, mais qui parle bien. On les remarque, ces gens-là, en fait. Hein, donc, n'oubliez pas cette notion d'écoute active. C'est bien de parler, comme je le fais là, mais il faut être capable d'écouter. Empathie. Alors, attitude très importante aussi, et pas que en matière de management, elle est très importante aussi en tant que collaborateur avec ses équipes, avec ses propres managers. Elle est importante dans le monde de la vente aussi, également. C'est se mettre à la place de l'autre. Non pas pour. Non pas, c'est pas de la gentillesse, hein, l'empathie, c'est être capable de comprendre l'autre pour justement mieux envoyer son message et mieux se positionner, de manière à être compris et pourquoi pas mieux négocier. Je vois les 80-20, des choses comme ça, oui, nous sommes d'accord, bien évidemment. La facilitation, très important aussi, quand on est un communicant, on doit être capable d'aider l'autre à recevoir le message. Et pour cela, je reviendrai sur deux notions que notre schéma de communication avait mis en avant. Ce fameux code, quand je parle avec vous en webinar, j'utilise des codes qui sont des codes professionnels d'un webinar. Je ne suis pas avec mon expert comptable, je ne suis pas avec mes équipes, je suis avec des personnes à qui je m'adresse d'une certaine manière. Donc, voilà ce que c'est qu'un code. Évidemment, le référent, étant donné, c'est le webinar. Donc, le code et le référent, si vous l'identifiez, vous aurez beaucoup plus de chances que votre message arrive à partir du bon canal, d'ailleurs, à votre interlocuteur. Le canal étant, pourquoi pas, des images, des comparaisons, des exemples. Alors, l'attitude de respect, très importante aussi. On est d'accord que le respect s'applique dans toutes les thématiques autour du management. C'est quoi respecter? C'est pas simplement le respect au sens littéral du terme, non, c'est simplement accepter qu'il y a des opinions contraires. Il faut être capable, à un moment donné, de ne pas vouloir s'imposer à tout prix, parce que moi, je préfère une bonne négociation qu'un mauvais conflit. Donc, respecter, c'est laisser voir l'autre, et pourquoi pas faire évoluer sa propre perception des choses. Et puis, enfin, l'attitude qui permet de boucler un petit peu la boucle, ben, c'est le contrôle. Quand j'ai dit quelque chose, quand j'ai passé un message, je dois m'assurer qu'il est bien arrivé, là où il doit arriver, et qu'il est bien compris. Donc, cette notion de contrôle, on va voir de quelle manière on peut la développer. Nous avons évoqué les différentes attitudes à mener. Maintenant, comment bien communiquer? Quelles sont les techniques? Alors, à tout amener, quelques techniques qui vont vous permettre d'améliorer les échanges avec des personnes que vous avez en face. Je donne quelques exemples. En fait, nous avons 6 exemples là. Le premier étant les questions ouvertes. Alors, pourquoi faire des questions ouvertes? Et tout simplement pour avoir en face une opinion, une expression. Si je vous demande ce que vous allez faire ce week-end, vous allez le développer, vous allez m'expliquer, c'est ce qui m'intéresse. Je suis en train de vous poser une question ouverte pour récolter plusieurs informations. Si je vous demande, est-ce que vous avez passé un bon week-end? La réponse qui m'intéresse, c'est oui, non. Et là, on passe aux questions fermées. De la même manière, en termes de management, les questions ouvertes sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir un éclairage sur ce que la personne en face pense. Et les questions fermées permettent de boucler une problématique. Dire à quelqu'un, nous sommes bien d'accord maintenant, la réponse devrait être oui ou non. Voilà. Nous avons également les questions alternatives. Alors, moi j'aime bien ces questions parce que ça s'applique à 2 thématiques principalement. Bien évidemment au management, c'est-à-dire que si j'ai un collaborateur à qui je souhaite donner un dossier et que je sais qu'il a l'habitude d'être de dire qu'il est tout le temps surchargé, si je lui dis est-ce qu'il est possible que pour la semaine prochaine, tu me
je finalise le dossier, eh bien, le collaborateur, il y a de fortes chances qu'il me dise, je suis débordé, non, je ne peux pas. Alors, pour éviter cela, moi, ce que je vous conseille, c'est de proposer plutôt une alternative. C'est-à-dire que j'ai besoin que tu fasses pour moi ce dossier. Est-ce que tu préfères me le rendre jeudi ou vendredi? Là, on est déjà en train d'aider notre collaborateur à se positionner, à prendre justement une des deux alternatives. Dans la vente, c'est la même chose. Hein. Si vous appelez un prospect et vous lui dites est-ce que je peux passer la semaine prochaine, il va vous dire qu'il est débordé, obligatoirement. En revanche, de manière un petit peu intelligente, vous lui dites ça tombe bien parce que je passe demain dans votre secteur, est-ce que vous préférez que je vienne à 9 h ou à midi? Là, vous êtes en train de proposer un choix. Mais moi, dans cette question fermée, du non. Il y a la reformulation éco. Là, il s'agit d'une façon de demander à la personne d'en face de bien répéter ce que je viens de dire. Est-ce que tu peux répéter ce que je viens de dire? Est-ce que tu peux rappeler les 3 points que je viens d'évoquer? Là, je m'assure d'avoir un écho en face et que la personne que j'ai en face a bien compris ce que je lui ai dit. La reformulation suivante, c'est la reformulation inductive. Alors, celle-ci est intéressante parce que là, vous êtes en train un petit peu d'amener la personne vers ce qui vous intéresse. Hein. Alors, sans malice et sans… Mais bon, il faut toujours un petit peu de ruse dans le management. Hein. Donc, la reformulation inductive, qu'est-ce que c'est? Si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que… Hein, tu es en train de me dire que tu es débordé en ce moment. Voilà, donc ça, c'est une manière de bien reformuler tout en amenant la personne à dire ce qu'il n'a pas dit franchement. Et puis, une technique que nous devrions tous maîtriser, c'est le silence. En fait. Les silences veulent dire beaucoup de choses en matière de communication. Et clairement, quand vous êtes avec un groupe de personnes et que vous savez poser le silence au bon endroit, ben voilà, il peut avoir autant d'impact qu'une phrase bien faite. Pareil à l'entretien, pareil à l'enquête aussi, c'est ça. Hein, quand on enquête sur quelqu'un, le silence va permettre à la personne de réfléchir et de répondre. Hein. Je n'attends pas toujours une réponse tout de suite. Il faut être capable de gérer les blancs de la communication. Le blanc est un message. Nous allons continuer maintenant sur un point très important, sur quelques règles d'or pour vraiment bien communiquer aussi, c'est être à l'écoute en fait. Pour être à l'écoute, comment est-ce que je fais? Tout d'abord, être attentif. Je ne peux pas être à l'écoute si je ne suis pas là, en fait. Si je suis ailleurs. Ça nous arrive à tous. Moi, le premier, en pleine réunion, de décrocher. Et donc, ça veut dire que je suis pas là et malheureusement, ce n'est pas efficace. Donc, la règle d'or, c'est de bien écouter l'autre. Se rendre disponible, bien évidemment. Pour écouter, il faut donner aux autres la possibilité de taper à votre porte, en fait, hein, clairement. Montrer que l'on est là, en ponctuant par des oui, en disant des expressions comme je comprends, bien sûr, pour aider l'autre à aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de dire. Il faut montrer aussi de la considération, très important, le respect, considérer l'autre. On est dans un rapport d'égal à égal, en tout cas si on veut avoir une communication efficace. Noter les points essentiels, c'est-à-dire qu'il faut être capable de synthétiser et noter les aspects qui nous intéressent. Et bien évidemment, communiquer, c'est poser des questions et poser les bonnes questions. Je vais remettre le slide un peu plus grand. Alors, pour conclure sur ce que moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui sur la communication, toujours pour être efficace à l'écoute, on a vu tout à l'heure qu'il faut bien communiquer, avoir des attitudes et des postures, et puis il faut bien recevoir. Toujours dans cette notion d'écoute, ne pas interrompre l'interlocuteur. On voit beaucoup trop de réunions, beaucoup de rendez-vous où les gens se coupent la parole. Alors, la difficulté, c'est qu'en coupant la parole, on fait souvent perdre le fil des choses aux interlocuteurs. La difficulté aussi, c'est que ça montre un manque de respect et que les personnes qui coupent trop souvent la parole aux autres sont celles qui, finalement, n'apportent pas grand-chose parce qu'elles sont dans l'instant précis, elles ne sont pas dans la réflexion. Je reviens sur les jugements, ne pas porter de jugement. Ce n'est pas parce que vos collaborateurs ne viennent pas vous voir le matin alors que vous êtes arrivé le premier qu'ils ne vous respectent pas. Peut-être que le message n'est pas bien passé, tout simplement. Peut-être qu'eux, ils attendent qu'on aille les voir. Ou alors, il faut être clair, hein, j'attends de vous que vous veniez me voir tous les matins et qu'on
On prend 2 minutes pour discuter. Toujours la reformulation, très intéressant. Si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que, si j'ai bien compris, cet appel d'offres que tu devais rendre, tu n'as pas pu le rendre parce que tu n'as pas eu les ressources, parce que tu n'as pas eu telle ou telle information. Donc, vous souhaitez, donc vous me dites que, voilà. Donc, très, très important d'être capable de s'entraîner à utiliser ces questions-là pour reformuler, pour expliquer à l'autre qu'on a bien compris finalement. Un exemple, je prends le cas du téléphone, qui d'ailleurs est parlant aussi. Quand on est au téléphone, il faut rapidement donner la raison pour laquelle vous appelez, et lorsqu'on vous appelle, la même chose. Il faut rapidement comprendre pourquoi on nous appelle. Vous avez vu les messages à rallonge souvent, et ça vaut aussi pour les entretiens Skype et pour les entretiens en vidéo. Voilà. On parlait tout à l'heure des 80-20, il y a des règles de ce type-là, bien évidemment. Le rapport 2 tiers d'écoute, 1 tiers d'intervention est le plus efficace des rapports. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui en termes de présentation. J'insiste sur des éléments très très importants. Vous avez vu le schéma, je vous l'enverrai par mail, vous le verrez. Savoir émettre et savoir recevoir pour comprendre ce que l'autre aime. Passons maintenant aux questions si vous le voulez bien. Laurent, je te laisse nous proposer quelques questions qui défilent dans le chat. Tout à fait. Alors, tu l'imagines, beaucoup de réactions de nos amis chatteurs. Donc, je vais te livrer un peu les questions qui sont arrivées au fil de l'eau, mais enfin, il y a quand même certains thèmes qui se dégagent. Première question, en fait, une question toute bête. Qu'est-ce que l'empathie et comment ça s'apprend, si ça s'apprend? Alors, l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. L'empathie, c'est être capable de tenir compte des codes, des référents de l'autre, de sa personnalité. Et donc, il y a des personnes qui ont une empathie naturelle et il y a des personnes qui doivent la travailler. On peut travailler l'empathie. C'est simplement prendre le temps de se poser, d'enquêter, c'est s'ouvrir, être dans cette écoute. Pourquoi pas jouer des rôles, jouer à des jeux de rôle. Quand j'ai des difficultés à comprendre la personne que j'ai en face, je peux m'entraîner à me mettre à sa place et argumenter à sa place. En formation, on le fait souvent, ça. Hein, on demande aux personnes de prendre des postures qui ne sont pas les leurs. Voilà ce que moi, j'entends par l'empathie. Et oui, ça se travaille. Et on la travaille d'ailleurs tout au long de notre vie. L'empathie est souvent parasitée par nos codes, et plus on vieillit quelque part, plus on est capable d'être efficace en matière d'empathie. Alors, tu parlais de savoir se mettre à la place de l'autre. Il y a une question d'Éric qui te demande, mais on a bien compris que ce qui était important, c'est écouter, mais comment être à l'écoute? Là encore, est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce que ça s'apprend? Comment on fait pour être à l'écoute de l'autre? Il faut être concentré sur ce qu'on est en train de faire. Il faut faire abstraction complètement de ce que je ressens. J'ai des émotions que je dois contrôler. Si je suis parasité par mes propres émotions, je suis plus à 100% capable d'entendre ce que j'ai en face. Quelqu'un qui est parasité par exemple par une émotion à chaud ne va pas être capable de bien écouter. Quand je dois recadrer un collaborateur, peut-être que j'ai intérêt, alors que je suis un peu énervé et que ça va bien gonfler, à prendre mon temps, à m'asseoir, à écrire noir sur blanc ce que j'ai à lui reprocher, à écrire noir sur blanc ce que j'attends de lui, et le convoquer ultérieurement pour lui dire, écoute, ça fait 3 fois que tu es en retard, plutôt que de lui faire comprendre que ça me gonfle, c'est lui dire maintenant je compte sur toi pour que la prochaine fois tu sois à l'heure. C'est vraiment un travail on travaille sa zénitude en fait. Hein. On essaie de ne pas se faire influencer par ses propres jugements vis-à-vis de l'autre et prendre le temps de vraiment analyser ce qu'il est en train de dire sans subir ses propres émotions. Alors ça, c'est une piste de réflexion. Alors, donc on a bien compris, écouter, ça implique se taire à un moment donné, et donc ça implique un silence.
beaucoup de réactions autour du silence. Pedro nous dit le silence, finalement, il est contradictoire avec la vision de notre société moderne, de compétences, de pouvoir, où on va s'exprimer, on va communiquer. Donc ça, c'est le point de vue de Pedro. Ensuite, on a aussi Jordi qui nous dit, mais finalement, écouter l'autre. On retrouve pas ça nécessairement, même chez les plus grands communicants. On parle des journalistes qui sont censés être quand même de grands communicants, qui respectent pas nécessairement ces règles d'écoute. Et donc du coup, la question c'est pourquoi on est finalement dans ce monde où on n'écoute pas l'autre et comment faire pour que ça change. Parce qu'on est dans le monde de l'action en fait, du résultat immédiat. Un journaliste est un bon orateur. Je ne suis pas sûr qu'un journaliste soit toujours un bon communicant parce qu'il monologue. Le journaliste a un message à faire passer. Parfois, un intervieweur, lui, doit être capable de recevoir et d'aider l'autre à s'exprimer. Mais c'est tout simplement parce qu'on est dans l'instant. On ne se donne pas le temps de réfléchir avant de répondre. Entraînez-vous en réunion à ne pas parler, mais ne pas parler non pas pour envoyer une inférence à votre interlocuteur, mais c'est plutôt prenez le temps d'écouter ce que l'autre dit et essayez de parler un peu moins et de dire est-ce que ce que je veux dire n'a pas déjà été dit par une autre personne, confirmer ce qu'une autre personne vient de dire en répétant la même chose, c'est une perte de temps. Et donc, ce n'est pas efficace. Je pense qu'on a tendance à vouloir meubler et on ne sait pas justement prendre ce temps de pause qui est un temps de réflexion, qui est aussi un message, parce que si je ne te réponds pas tout de suite, peut-être que c'est parce que j'ai besoin de réfléchir et que je veux que tu le comprennes. Peut-être que je n'ai pas envie de te répondre tout de suite. Enfin, il y a vraiment, c'est une technique qui se travaille et que vous pouvez utiliser aussi au quotidien avec vos amis, avec vos copains. On a tous autour de nous des copains qui parlent beaucoup et d'autres qui ne parlent pas du tout. Amusez-vous à poser la question à celui qui ne parle pas, de temps en temps, lui demander son avis, une question ouverte, puisqu'il y a des techniques à utiliser pour cela. Alors, il y a un autre thème aussi qui s'est dégagé, qui tourne autour, en fait, de la motivation. Est-ce que, quelque part, finalement, une communication de qualité n'est pas le fruit d'une bonne motivation, finalement, entre les individus? Il faut d'abord, alors là, c'était une réflexion, se sentir concerné par le message, par l'objet du message. Christelle nous dit pour bien communiquer, il faut comprendre la motivation. Quelle est finalement l'interface finalement de tout ça entre la communication et la motivation? Quels sont les liens entre les deux? On communique parce qu'on a envie d'être ensemble. Aujourd'hui, on est actuellement plus de 250 personnes. On a envie d'être ensemble. La communication n'a d'intérêt que si je m'intéresse à l'autre et que déjà, la première chose, c'est que le message que j'envoie, il n'est pas pour moi. Je ne parle pas pour moi, je parle pour les autres. Si vous n'aimez pas les autres, si vous n'avez pas envie de les faire évoluer, si vous n'avez pas envie de partager, votre communication va être centrée sur soi. Et la communication, c'est une affaire de groupe. Et c'est un formidable outil de s'automotiver, justement, de motiver les autres et de nourrir ce moteur, en fait. Pour moi, la communication est le carburant et le moteur, c'est la personne que j'ai en face. Il faut que je comprenne quel est le carburant qui convient aux autres pour qu'ils avancent. Pour moi, c'est ça, en fait, les idées phares de la communication. Et oui, ce n'est pas une affaire perso. On est là parce qu'on a envie d'être ensemble. Un autre thème aussi qui s'est dégagé, alors même si ça n'a pas été clairement dit, mais je vais être un peu caricatural pour marquer les esprits. Quand tu parlais de ruse, tu as dit des fois il faut être un manager un peu rusé. Alors le mot n'a pas été dit, mais moi je te le dis. Est-ce que on n'est pas des fois à la limite entre la ruse et la manipulation? Il y a Delphine qui a réagi en disant, en se posant la question, ruse dans le management, mais pour atteindre quel objectif? Donc voilà. Quelles sont les limites finalement entre
un bon manager communicant et un manager finalement manipulateur. C'est-à-dire qu'il va communiquer, mais à la limite, alors j'ai Gaëtan qui nous dit amener une personne finalement à dire oui alors qu'elle pense non. Alors, voilà, jusqu'où on met le curseur. Ça dépend de votre motivation à vous, en fait. Si je suis quelqu'un de bienveillant qui aime les autres, la rue, c'est un jeu. Mais c'est aussi apprendre l'autre, hein, parce que moi, quand je dis à mon prospect, vous préférez lundi ou vous préférez mardi, il sent que je le force un peu, en fait. Mais il apprend, tu vois. La ruse, si c'est fait avec, vraiment avec bienveillance, c'est un moyen d'éviter le conflit. Moi, ce que je veux, c'est éviter le conflit. Donc, la manipulation, c'est faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et ce n'est pas ce que je veux, moi. Moi, je veux qu'il ait envie de le faire. Je veux réveiller en lui ou en elle les motivations que je n'ai pas su réveiller jusque-là. Parce que, pourquoi il n'arrive pas à l'heure, mon collaborateur? Mais parce que peut-être qu'il n'a pas compris, il n'a pas saisi, il n'a pas été motivé à venir à l'heure. Si je lui dis demain, c'est toi qui amènes des croissants, tu vas voir qu'il sera à l'heure. Tu vois? Je travaille un peu sur des petits boutons qui vont l'aider à prendre conscience que quelque part, finalement, oui, ça te convient. Moi, c'est juste un moyen d'éviter le conflit. Évidemment, il y a des vrais manipulateurs, ça existe, mais ça se finit par un épuisement des équipes et ça se finit par généralement un gros prud'homme. Oui, en général. Un autre sujet, cette fois-ci lié à l'interprétation. C'est encore Pedro qui nous en a parlé au sujet des non-dits. Souvent, alors surtout dans la langue française, hein, en plus il y a des subtilités de langage, il y a des non-dits, enfin la langue anglo-saxonne aussi, mais on joue avec vraiment des finesses de langage. Des fois, il y a des omissions où on va contourner dans notre phrase certaines choses, ce qui fait qu'en fait, on va ouvrir la porte à l'interprétation. Et quid finalement de cette interprétation dans la communication? Moi, je rajouterais aussi à titre personnel un élément avant que tu ne répondes. Souvent, quand je faisais des cours sur la communication, je demandais à mes étudiants de me dessiner un arbre. Et c'était alors je pense que c'est un exercice que tout le monde connaît. Et ensuite, je demandais aux étudiants de comparer les dessins qu'ils avaient faits. Et donc, par rapport au schéma classique, j'aimais quelque chose et la personne va retenir, dessiner un arbre. Mais derrière le mot arbre, il y a un concept, il y a une idée, il y a une image qui est propre à chacun. Et ensuite, quand les étudiants comparaient leurs dessins, il y en a un qui va me dessiner un palmier parce que culturellement, peut-être, les arbres qu'il a connus, c'était plus les palmiers que les platanes. Un autre, ça va être un olivier, un autre, ça va être un saule pleureur, etc., etc. Et qu'en fait, derrière le mot arbre, donc même si la personne, elle a bien compris, elle a bien retenu, ça fait pas forcément écho en elle avec la même chose que ce que moi j'avais dans la tête. Voilà. Donc, quid de l'interprétation finalement dans cette communication. On interprète parfois à tort si on utilise un seul canal. Tu vois? Si j'utilise plusieurs canaux pour envoyer des messages de différentes manières, un canal oral, un canal écrit, un canal olfactif, il y a plein de canaux en fait. Hein. Je vais avoir la possibilité que mon message arrive de différentes manières. Si en plus j'essaie de faire preuve d'empathie et de comprendre les codes et le référent de l'autre, là je vais être encore meilleur en fait. Et un point important aussi que je voulais dire, c'est en matière de, je prends un exemple en matière de recrutement. Est-ce que ça vous dérange de faire 30 allers-retours, 10 allers-retours dans l'année à Paris pour aller prospecter? Vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire ça ne me dérange pas. Pour moi, ça ne me dérange pas, ça veut dire non. Je n'ai pas envie d'y aller. En revanche, tu comprends ce que je veux dire? Il faut interpréter tout ça. Il me dit pas, franchement. D'ailleurs, les chatteurs ont souligné ce point-là. Il y a Frédéric qui a écrit, souvent il y a un contresens
entre le verbe, la parole, et la gestuelle. Et ça, c'est vrai que dans le recrutement, est-ce que vous êtes prêt, vous êtes natif de Montpellier, est-ce que vous êtes prêt à partir à Lille, même s'il n'y a pas souvent le soleil, la personne va vous dire, ah ben oui, bien sûr, oui, il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc, voilà, ça brouille le message. Ne pas et tout ça, ça c'est des mots intéressants parce que finalement, quand on est un bon observateur, on a bien compris que ça ne me dérange pas. Ça ne montre pas une véritable motivation. En revanche, celui qui a envie d'y aller, si vous avez envie de rassurer votre interlocuteur, évitez les ne pas et les ne que. Voilà. Vous dites clairement, oui, bien sûr, je suis capable de le faire. Oui, alors je reviens toujours sur l'interprétation. Un des moyens peut-être de lever les risques de mauvaise interprétation, c'est ce fameux ping-pong dont tu parlais, hein. S'assurer que l'autre a bien compris la même chose que ce que j'ai dans ma tête. Il y a par exemple Stéphane qui nous dit, par exemple, hein, il nous donne un exemple, qu'est-ce qu'aller vite? Est-ce que c'est faire du 50 km/h, du 130, du 200 km/h? Voilà, il y a autant si tu veux, de valeurs qui sont propres à chacun, de référents qui sont propres à chacun. Le mot aller vite, il y a des cultures où ça ne veut rien dire en fait, c'est même mauvais. J'ai eu la chance de passer quelques jours à Cuba avant le confinement. Je peux vous dire que la notion d'aller vite, c'est pas la même que la nôtre, hein. Ils n'ont pas les mêmes référents. Bien sûr, chacun. En fait, la situation fait qu'on doit être capable, quand on observe, de comprendre le référent dans lequel est en train d'évoluer l'autre. Donc, tes palmiers, tes histoires de palmiers, le message était clair, dessinez-moi un arbre. Pour moi, la fille qui te dessine un palmier, elle te dessine un arbre. Hein, si je demande un arbre européen, là, j'ai précisé par une information complémentaire. Donc, la notion de vitesse est propre à chacun. Voilà, justement, par rapport à ça, il y avait aussi, pratiquement dès le début de la visio, le rôle de l'éducation. Le rôle de l'éducation dans la communication, est-ce que pour toi c'est un élément qui est primordial ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement on arrive à le dépasser? L'éducation, elle a une influence indubitable sur ce que nous sommes aujourd'hui. Je communique aussi par les influences que j'ai de mon éducation, mais de mon environnement au quotidien aussi, hein, des personnes que je rencontre, des personnes avec qui je travaille. Finalement, on apprend en permanence. Donc, la communication, elle est fonction de tout ça. Après, il faut que je sache aller chercher dans ces compétences un peu informelles que j'ai, ce qui est vraiment intéressant en matière de communication. Et je ne dois pas les subir. Ce n'est pas parce que j'ai une éducation judéo-chrétienne que je ne peux pas m'ouvrir à certaines cultures et comprendre d'autres cultures. Tu comprends? Il ne faut pas que ça me ferme aux autres. L'éducation est un bagage de plus qui ne doit pas être un frein. On doit savoir faire preuve d'abstraction de ce qui va troubler notre perception des choses. Alors, complètement en lien, en prolongation de ce que tu viens de dire, comment faire pour ne pas être dans le jugement? Parce que c'est quand même un des gros filtres dans la communication, ce qui risque de perturber la communication, c'est que tout de suite, on va avoir tendance à juger l'autre. Donc, comment faire? Est-ce qu'il y a des techniques pour éviter de tomber dans ce travers? Pensez à cette notion d'inférence. Une inférence est un jugement porté sur un fait. Si j'arrive avec un paquet de cigarettes à un rendez-vous, et vous voyez dans ma sacoche un paquet de cigarettes, qu'est-ce que vous allez dire? Augustin fume. OK? Et là, vous êtes déjà en train de porter un jugement. Vous êtes en train de, à partir d'un fait observé, de faire une inférence, de mal interpréter une information. Vous n'en savez rien. C'est peut-être pas mon paquet de cigarettes, en fait. Vous voyez? Si j'arrive avec une revue écrite en anglais et que je la pose sur la table, vous allez vous dire, Augustin parle anglais. Et j'ai peut-être volontairement posé un document sur la table, ou un bouquin, ou un livre, hein, pour montrer que je suis capable de cultiver. Eh bien, là, vous faites une inférence. Vous devez juste récolter l'information. Ne pas juger, c'est de dire, tiens, Augustin est en train de lire Les Misérables.
Et ça ne veut pas dire qu'Augustin lit, hein. Ça ne veut pas dire que Augustin l'a lu. Ça veut dire qu'Augustin a un livre. Voilà. Étape suivante, je lui pose la question. Alors, ouais, mais voilà, justement, une question est posée, c'est justement comment ne pas tomber dans ce jugement et la mauvaise interprétation des apparences. Parce qu'en ne pas, en prenant le temps et le recul suffisant avant d'exprimer ce que l'on ressent sur quelque chose. C'est un exercice qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai des préjugés que je vais être influencé par cela au quotidien. Pensez au silence. Pensez à réfléchir dans votre tête, dans votre esprit, avant de dire quelque chose. Et essayez éventuellement de ne pas le dire dans une réunion. Et vous verrez que parfois, 80% des choses que l'on va dire sont des choses qui sortent comme ça, de manière spontanée. La spontanéité en communication est très intéressante quand on a beaucoup d'expérience. Quand on a de la bouteille et qu'on est capable d'utiliser son côté inconscient. Hein. Mais comme on n'a pas tous suffisamment de bouteilles, on a intérêt à prendre le temps avant d'émettre un avis sur quelqu'un, sur un fait, sur un jugement, avant de dire tiens, ce manager est en train d'essayer de me faire passer une information qui vient de la direction et je ne la partage pas. Essayez de comprendre pourquoi je ne la partage pas. Qu'est-ce qui me gêne dans cette directive? D'accord, donc ça veut dire, c'est la question de Fadela, est-ce qu'il faut systématiquement confirmer ou infirmer sa perception par le questionnement? Est-ce que la clé, elle est là finalement? C'est questionner, questionner, oui. questionner. C'est-à-dire que, tiens, tu lis l'Humanité, Laurent. C'est vrai que tu lis l'Humanité? Non, mais c'est une bonne question, tu vois. J'en sais rien si tu es communiste, en fait. Mais si je commence à dire, tiens, Laurent est communiste parce qu'il lit l'Humanité, j'en sais rien. Je vais te poser des questions. Je vais te demander si tu lis l'Humanité parce que c'est ta pensée, parce que c'était très intéressant là-dedans. Voilà. On est vraiment dans l'enquête. Ben finalement, ça rejoint assez bien notre attitude de recruteur où on raisonne par un faisceau d'indices. Alors moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Hein. En tant que recruteur, j'ai la posture du communicant qui est le récepteur globalement, mais j'envoie beaucoup de messages aussi pour aider l'autre à mieux s'exprimer. Donc, c'est ce qui est intéressant. On arrive avec des bonnes techniques de communication à faire exprimer des compétences, des motivations, des savoirs que quelqu'un qui n'est pas habitué à l'entretien n'aurait pas su faire exprimer. Donc, il y a des candidats qui n'auraient jamais été reçus par mes clients hein, et qui n'auraient jamais été recrutés. C'est ça qui est intéressant. Alors, peut-être une des dernières questions, parce que je vois que le temps passe vite. Quid du ressenti? Parce que finalement, ensuite, dans la communication, on va avoir un ressenti global sur le message, sur l'autre, plus globalement. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce ressenti? Alors, sans tomber dans le jugement, hein, là c'est Eric qui nous en parle, remplacer la tentation du jugement par l'expression d'un ressenti, mais est-ce que pour autant ce ressenti, on peut lui faire confiance? Ou est-ce que on tombe pas sur une espèce de subjectivité et avec tous les biais cognitifs? Là, je vais reformuler, tu me demandes si on peut faire confiance à son feeling, c'est ça? C'est ça, en gros, c'est ça. Petit exemple pratique. Alors, de reformulation. Donc, le feeling, c'est super intéressant, mais dans un deuxième temps. Je dois d'abord être très objectif, très méthodique, très professionnel. Et à la fin, oui, mon ressenti est important. Pourquoi? Parce qu'il va m'influencer. Il fait partie de ma motivation. Mais il ne doit arriver qu'à la fin, après avoir validé tous les éléments qui sont vraiment importants dans le cadre de mon enquête. Et à la fin, et non pas au début, je m'écoute, j'analyse mon ressenti. Ce feeling, il est fonction de ce qu'on a dit, hein, de sa culture, de son expérience. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, donc un super feeling, qui n'ont peut-être plus besoin d'aller chercher autant des choses, mais bon, on n'est jamais parfait. Et à mon avis, le feeling est très important en fin de parcours. Il
Il y a beaucoup de clients qui me disent, vous savez, Monsieur Valero, moi, la poignée de main, c'est super important. Tu as 2 secondes pour ne pas rater ton entretien, tu vois. Si tu rates ta poignée de main, tu es mort. Donc, je dis, oui, c'est très intéressant, mais gardez-le de côté. Prenons le temps d'enquêter, de s'informer, de valider que nous sommes d'accord sur le profil, ses compétences et ses motivations. Et après, OK, si à 2 candidats égaux, celui qui sert mieux la main, là, peut-être que vous pourrez faire jouer le feeling. OK. Bon. Oui, et puis Eric précise son point de vue en indiquant que exprimer un ressenti, c'est une demande de validation. Hein, on va plutôt chercher la validation de l'autre et pas nécessairement faire confiance aveuglément à un feeling, à un D'accord. ressenti. Donc là, je vous ai envoyé un petit message. Vous venez de le voir. J'ai mis en gros le dernier slide pour vous rappeler que dans quelques minutes, on va aller tous manger. Alors, donc on va finaliser les questions. J'aurais juste une dernière question avant de conclure sur le rôle des émotions. Voilà. Et que faire des émotions de l'autre? Parce que c'est une question qui est venue assez fréquemment. De l'autre. Alors, on est dans ses référents à lui, on est dans ses codes à lui. C'est simplement, il faut le mettre dans une posture qui lui permet de ne pas subir ses émotions, de ne pas être influencé. Une émotion, parfois, elle s'exprime de manière abrupte, comme ça, mais reformulons, essayons de rappeler à la personne ce qu'elle vient de nous dire, essayons d'enquêter. Les émotions, elles sont très importantes parce qu'elles font, encore une fois, partie de la motivation de l'autre. Donc, si on veut les positiver, on a intérêt à les comprendre et à poser la question. Tu es en train de me dire que pour toi, c'est problématique de me rendre cet appel d'offres pour vendredi. Si je ne pose pas cette question et que je laisse me répondre de manière abrupte comme ça, parce qu'il est dans le stress, parce qu'il est dans la fatigue, parce qu'il ressent quelque chose de négatif, je ne vais pas le comprendre. Alors je vais questionner. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu ne vas pas y arriver? Comment je peux t'aider? Et là, on va utiliser l'émotion de l'autre en essayant de vraiment l'aider à exprimer ce qu'il veut dire vraiment. L'émotion parfois cache la vérité. Je vois que ça défile et que l'heure arrive, Laurent. Je voudrais vraiment tous vous remercier. Et oui. Ce webinaire, moi aussi très intéressant, franchement, c'était sympa de faire avec vous. Alors, pour ceux qui sont à leur 6e webinaire, je vous rappelle que vous avez le droit à un certificat d'assiduité. Donc, si vous n'êtes qu'au 5e, eh bien, rendez-vous le 28 avril et les autres aussi pour le webinaire sur la bienveillance en management, utopie ou réalité. Il sera animé par Marie-Laure, une de nos coachs à Montpellier, et par Philippe Bonnard, notre consultant lyonnais. Donc, voici les inscriptions. Je vous envoie un mailing à tous avec le replay du film et le PowerPoint, un peu plus complet pour que vous puissiez bosser à la maison. Et je voudrais vous souhaiter à tous un super vendredi, un super week-end. Laurent, un grand merci d'avoir travaillé avec moi sur ce projet. Avec plaisir, ça a été vraiment un moment de plaisir, voilà, de partager. J'espère que j'ai su te délivrer un peu les nombreux messages qu'il y avait sur le chat. Ça a beaucoup réagi. Moi, je voudrais juste terminer par une citation que j'ai trouvée et qui résume assez bien en une très courte phrase tout le PowerPoint. C'est de Marivaux. Bien écouter, c'est presque répondre. Je réponds par un silence. Allez, bonne journée à tous. Merci.